3e épisode de Pod Conseil dans lequel il sera question du désherbage mécanique. Mais avant de l'écouter, je vous propose de vous abonner à cette chaîne, comme ça permet de nous soutenir et vous ne manquerez aucun épisode à venir. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le soleil est là, les cultures sont bien en place et reprennent gentiment leur croissance. Mais de ce fait, les adventices aussi. Alors il sera question aujourd'hui du désherbage mécanique. Et pour en parler, je suis avec Édouard Chollet, salut. Salut Édouard. Et Dimitri Martin. Salut. Alors on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec la question qui nous intéresse, le désherbage mécanique. Aujourd'hui on a des céréales d'hiver, on a du colza. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Est-ce qu'il y a déjà eu des premiers désherbages qui ont été réalisés? On en est où? Alors oui, c'est clair qu'aujourd'hui, les conditions sont top. Ça fait une dizaine de jours, une quinzaine de jours que les cultures sont bien reparties, qu'on peut intervenir dans les parcelles. Et puis cette année, concrètement, les sols sont peu damés. On a eu peu de précipitations cet hiver. Et puis au niveau de l'intervention, les interventions se font dans des bonnes conditions. On peut aller facilement avec une herséterie sans forcément passer un outil type laoue rotative au départ pour décompacter. Et donc c'est vrai que pas mal d'agriculteurs cette année, en tout cas sur des blés d'herbe betterave ou des blés qui sont peu sales, donc ça veut dire peu de pression de mauvaises herbes en sortie d'hiver, on peut se lancer et puis dans des bonnes conditions. Donc en tout cas j'invite tout le monde à se faire la main et puis de tester ces machines. Et là tu parles de bonnes conditions, c'est quoi les conditions optimales en fait? Aujourd'hui les conditions optimales c'est un sol ressuyé, ça veut dire que les outils vibrent bien, on a des bonnes conditions aussi au niveau du blé, donc ça veut dire qu'avant d'intervenir avec les machines on teste si le blé est bien enraciné, on évite d'aller dans des parcelles où le sol est un peu trop soufflé, où on a des soucis de déracinement. Et puis, si ces conditions sont réunies, on peut passer un premier passage d'herséterie dans un objectif de supprimer soit déjà des premières petites dicotes qui sont à 2 feuilles qui sont là, qui sont levées, ou même des premières graminées qui seraient à 2-3 feuilles. Et là, on essaie d'être un peu plus agressif parce qu'on sait que l'enracinement est déjà important. Et cela indépendamment du type de sol? Est-ce que dans les sols légers, un peu plus réessuyés, ou les sols lourds? Bon, là, c'est vrai que je pense surtout à l'année dernière où on avait vraiment des conditions humides, où les fenêtres d'intervention étaient super courtes. Et là, cette année, visiblement, on est dans des bonnes conditions. On a des jours de sec. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour la semaine prochaine, ils annoncent un peu de pluie. À quoi je dois être vigilant si je veux vraiment optimiser mon désherbage mécanique finalement? Concrètement, être vigilant, déjà, c'est d'avoir quelques jours de beau derrière. Ça veut dire au moins qu'il y a un bon effet du désherbage mécanique. Si je passe et puis que je sèche derrière, en tout cas, je sors des mauvaises herbes, c'est que j'ai 3-4 jours, en tout cas, ensoleillés pour que les mauvaises herbes sèchent. Les bonnes conditions, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que mon sol n'est pas damé. Pour que mes outils fonctionnent bien, il faut vraiment, au niveau des herséteries, il faut vraiment un effet vibrant. Et puis là, clairement, si mon sol est damé, je dois passer un premier outil avant qui est la laoue rotative. Et cet outil, par contre, il est plus, on peut le passer plutôt en saison parce qu'on cherche un peu d'humidité pour essayer de rentrer ces pointes, ces cuillères, cet effet cuillère dans le sol pour lever les premières adventices et puis décompacter un peu le sol, on va dire sur les 2 premiers centimètres pour ensuite préparer en fait les futurs passages d'herséterie par la suite. Donc c'est ce qu'ont fait les agriculteurs ces derniers jours dans des super conditions. Et puis maintenant, c'est vrai que se pose la question, est-ce que je refais un deuxième passage? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le sec qu'on a eu ces derniers temps, on n'a pas de levée de mauvaises herbes. Donc on reste plutôt patient pour l'instant. Et là, tu parles d'outils justement, donc on va faire un petit point sur les outils. Donc il y a la laoue rotative qui viennent, là on peut passer à n'importe quelle vitesse. Dimitri, parle-nous-en un peu de la laoue rotative. Je vais peut-être déjà de manière générale revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux différents types de sols. C'est vraiment important d'adapter, que ce soit le choix des machines ou bien les réglages au niveau de la vitesse de passage, de l'agressivité de la machine aux conditions de la parcelle. Il n'y aura pas 2 parcelles qui vont réagir pareil. Donc c'est important de travailler une petite distance, de descendre de la cabine et puis d'aller voir le travail qui se fait derrière. Oui, observer son sol, observer le travail qu'on est en train de réaliser, c'est important. Voilà, il faut toujours aller observer derrière, il faut regarder qu'on travaille vraiment sur l'ensemble de la surface, c'est ce qui est important. Une herséterie qui va faire des lignes parce que les dents ne vibrent pas, ça ne va pas faire un travail satisfaisant. Et au même titre, si notre laoue rotative ne va pas soulever l'ensemble de la surface du sol, c'est qu'on n'est pas assez agressif. Et puis dans certaines conditions, dans des parcelles qui seraient vraiment croûtées, dans des sols battants, on a des passages qui sont parfois compliqués au printemps, on ne va pas vouloir aller trop vite parce que c'est encore trop humide, et puis après la croûte devient dure. Ça se justifie parfois d'augmenter l'agressivité en roulant plus vite, en l'occurrence avec la laoue, vu que c'est le levier principal pour régler l'agressivité de la laoue.
Et puis, dans certains cas extrêmes, il faudra même passer 2 fois la houe, dans 2 sens différents. Hein. Donc, on parle de passage aller-retour pour vraiment casser cette croûte sur l'ensemble de la surface et travailler le sol de manière uniforme. C'est vrai qu'on l'a vu l'année dernière, hein, avec une pluviométrie bien plus importante sur l'hiver 2021, où en sortie d'hiver, certaines parcelles, comme le dit Dimitri, étaient vraiment, vraiment damées. Et puis là, deux coups de houe étaient nécessaires. Et pour régler l'agressivité de la houe, t'as que la vitesse pour jouer là-dessus ou tu peux aussi régler un peu la pression quand même? Alors, dépendant un petit peu des machines, certaines ont des roues de jauge qui vont permettre de régler la profondeur. C'est pas le cas de toutes les machines. Après, on a l'allongement du 3e point qui peut faire un léger effet d'agressivité supplémentaire. Et puis sinon, c'est vraiment la vitesse de travail. Avec la houe, on se situera sur des vitesses entre 10 et 20 km/h en fonction des conditions, puis vraiment adapté au type de sol. Parfois, réguler même dans la parcelle elle-même, puisqu'on a des types de sols variables dans une parcelle, même sur la longueur. Donc là, imaginons j'ai un sol qui est légèrement croûté en surface, je passe ma houe. Est-ce que je peux avoir des mottes dans lesquelles restent des adventices? Et là, par la suite, il faudrait que je passe une RC-Tri, par exemple, ça? Oui, alors la houe rotative n'est pas un outil de désherbage en soi. Elle va pas avoir un effet de désherbage satisfaisant si on a beaucoup d'adventices. Donc l'idée, premier passage, on va prendre la décision. Sol qui est pas trop croûté, on peut aller faire un passage d'RC-Tri. Directement. Sol un peu croûté, on va passer la houe, on va voir le travail qu'on fait 1 fois, peut-être 2 fois. Et puis là, si on a des adventices qui sont présentes, effectivement, elles vont rester potentiellement dans une petite motte et ne pas dépérir forcément tout de suite. Donc un passage de RC-Tri 2-3 jours après le passage de houe peut se justifier en fonction des cas. Si on a une parcelle qui est propre, peu d'adventices développés, on va passer la houe, on va écrouter et il faut en être conscient. Après chaque passage, il y aura germination de nouvelles adventices, donc attendre une nouvelle germination avant de passer la RC-Tri. Et si on est dans un cas où il y a déjà forte présence d'adventices, un passage de 3 jours après pour éliminer ce qui est déjà présent. Toujours en faisant attention à la météo. Parce que vu que l'effet recherché, c'est quand même de mettre les racines au soleil pour les sécher, si derrière il pleut, il faut être vigilant à ça aussi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le fait, ce que disait Dimitri, la houe rotative en elle-même n'est pas un outil de désherbage. Par contre, la RC-Tri, elle a vraiment cet effet d'arrachement. Elle va arracher les mauvaises herbes. Et puis, souvent, ce qu'on conseille sur le terrain, c'est que quand on a fait un premier passage, on va dire que la houe rotative dans le sens de semis, on va venir avec un deuxième passage en prenant un peu d'angle pour essayer aussi de passer entre les plantes et puis arracher certaines mauvaises herbes, ce qu'on a au printemps, type Véronique, type Lamier, vraiment en étant plus agressif et toujours bien vérifier le stade de sa culture et éviter aussi trop de recouvrement. C'est souvent le souci qu'on a dans les parcelles en pente où encore hier en visite de culture sur le balcon du Jura, certains agriculteurs disaient moi le désherbage mécanique c'est compliqué parce que quand je passe dans le sens du semis, j'ai tendance à avoir ma RC-Tri qui rip et puis d'avoir beaucoup de recouvrement des lignes de semis. Et c'est pour ça j'avais un peu ce conseil de dire essayez de prendre un peu d'angle. Alors des fois dans les parcelles en pente c'est compliqué, mais essayez de prendre un peu d'angle pour éviter de recouvrir. Et on a vraiment cet effet arrachement. Et puis je compléterai au niveau des machines avec des machines aussi qu'on voit de plus en plus tourner dans les campagnes, c'est les étries rotatives. Donc là, machine un peu plus agressive, hein. On a vraiment cet effet pointe qui va soulever un peu. Et puis comme elles sont inclinées à 45 degrés, vraiment cet effet arrachement. Là, il faut être vigilant sur les premiers passages parce que vraiment, si la céréale est toute jeune, on peut créer pas mal de dégâts. Mais par contre... Après, là, c'est peut-être l'avantage d'offrir un travail sur le rang peut-être un peu plus important que... Alors, clairement, la machine, là, elle passe vraiment partout. Cet effet, je disais, de prendre de l'angle quand on passe, là, cette machine-là, on n'a pas besoin de le faire parce que clairement, elle va passer à travers les plantes. Mais elle a vraiment un intérêt en sortie d'hiver, en complément d'une houe rotative qui va aussi très bien passer dans des systèmes aussi sans labour, on a pas mal de résidus. Une houe rotative, elle va mélanger, elle va décrouter, mais l'étrie rotative, elle va avoir cet avantage en tout cas de ne pas tirer des résidus au bout de la parcelle. Voilà, c'est d'où l'avantage aussi de cette machine quand on fait du désherbage mécanique et qu'on a des résidus en surface. On approche tout doucement des derniers passages. Je pense à ceux qui veulent implanter un sous-semis dans leur culture. Qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander au niveau? Alors pour l'implantation du sous-semis, on vise le stade et puis 1 cm de la céréale, mais aussi le dernier passage de désherbage mécanique parce que c'est inutile d'aller implanter un sous-semis si on va faire des désherbages après l'implantation, on risque de détruire ce sous-semis. Maintenant, j'aimerais quand même relever un point, c'est qu'on va avoir des précipitations, on n'a pas eu de précipitations depuis 15 jours.
On aurait envie de mettre en place le sous-semis. Il faut être attentif sur des parcelles où on aurait une forte pression. Peut-être que cette nouvelle pluie va mettre en germination des adventices qu'on n'aurait pas encore éliminés. Alors, on est encore relativement tôt dans la saison. Alors, pensez-y peut-être si vous hésitez à mettre en place le sous-semis ou à faire peut-être encore un désherbage mécanique plus tard. Sinon, effectivement, des conditions plutôt idéales parce qu'on va pouvoir venir passer la hersetterie, préparer un lit de semences relativement fin, déposer les graines dessus. Attention à ne pas trop les enterrer. Si on fait un passage très agressif, semer peut-être plutôt après la hersetterie. Et puis vraiment viser une petite pluie pour que ça mette ses graines en germination. De toute façon, on va faire un épisode dédié au sous-semis sur les mélanges de ce qu'on a pu observer dans nos essais. Là, je vois que oui. Ouais, peut-être juste rajouter, hein, on a aussi des systèmes bio qui s'orientent aussi vers le système de sarclage. Hein. Ça veut dire qu'on va venir cercler l'inter-rang des céréales. Donc, on a de plus en plus aussi de machines, hein, qui sont précises, hein, guidage caméra ou autre. Mais aujourd'hui, c'est un choix qu'on fait dès le début de l'implantation de la céréale avec des écartements plus larges. Et puis, on voit aujourd'hui aussi arriver des semis où on est sur des écartements 25 avec un semis assez dense en fait, sur la ligne. Et puis, on vient après cercler avec des machines à plus grand débit, à 25 cm en fait, d'écartement. Et puis là, ça permet aussi de récupérer des soucis de graminées, hein, qu'avec une hersetterie, une rotative ou autre machine, on n'arriverait pas à enlever. Ouais. Et surtout des systèmes en bio, parce que c'est davantage de passage et puis aussi plus tard dans la saison. Oui, de toute façon, c'est vrai que même dans la rotation, c'est intéressant aussi de venir faire cette alternance entre culture en plein, culture sarclée. Et d'ailleurs, en parlant de culture sarclée, qui concerne aussi pas mal les cultures d'automne, là, on va bientôt arriver dans les semis des cultures de printemps, pardon. J'ai dit automne, mais je pensais à printemps. Est-ce qu'il faut faire un désherbage avant le semis? Dépendant un peu des conditions, peut-être le faux semis qui est souvent compliqué à faire cette année, peut-être des conditions qui s'y prêtent un peu mieux, quoique avec le manque d'humidité, peut-être peu de germination. Donc attention avec ces faux semis qui se prêtent plutôt à des cultures de printemps tardives, type soja, maïs, où on est dans des périodes vraiment poussantes et où on va pouvoir éliminer quelques adventices par des passages répétés. Mais je le dis encore une fois, attention à la préparation. On va faire un lit de semences vraiment fin et puis un risque de battance plus élevé derrière. Ensuite, au niveau des cultures sarclées, il y a peut-être différencier d'autres types de cultures, celles qui ont des petites graines, celles qui ont des grosses graines, pour simplifier. Hein. Au printemps, on pense typiquement à la betterave, et puis par opposition, tournesol, maïs, soja. Les cultures à grosses graines qui vont permettre, comme les céréales, une implantation un peu plus profonde et un passage à l'aveugle dans les 3-4 jours après le semis, qui permettent d'éliminer les premières levées. Donc ça, c'est un passage qui est vraiment important dans ce type de culture. Et puis sinon, pensez vraiment semer dans des conditions de sol réchauffé et poussante pour que la culture elle avance vite. On a besoin du décalage de stade pour pouvoir travailler mécaniquement sur les adventices après. Oui, parce que c'est vrai qu'une culture qui est bien implantée et qui a une bonne vigueur rapide, du coup, permet aussi des herbages mécaniques rapides. Ouais, alors c'est clair, on va par tout moyen mécanique essayer de supprimer ce temps de latence qu'on a entre la profondeur de semis et puis ces premiers centimètres où là on peut avoir des germinations qui arrivent, donc avec des passages à l'aveugle, avant que la culture principale émerge. Et puis ensuite, on va arriver aussi à un stade de sensibilité. On ne peut pas non plus passer toutes les machines mécaniques qu'on veut quand on a le cotylédon qui sort. Donc voilà, faut essayer de faire assez attention. Et puis c'est la stratégie. C'est en ayant fait déjà un premier passage avant que la culture arrive, on a déjà éliminé et puis on a remis tout le monde au même niveau. Et puis derrière, sur certaines cultures, comme par exemple le soja ou le tournesol, en fait, dès qu'on voit les lignes, l'idée c'est presque de repartir déjà avec un système de sarclage où on va mettre des tôles pour éviter les projections sur la culture qui est en train d'émerger, mais vraiment déjà de nettoyer l'interligne. Et puis après, quand la culture sera au stade où elle acceptera un passage en plein avec une hersetterie ou une étrie rotative, on viendra vraiment bien nettoyer sur la ligne avec ce type de machine. Et là, du coup, on fera les passages autant que nécessaire pour avoir une belle culture bien propre. Exactement. Souvent, on a tendance à hésiter à passer plusieurs fois pour connaissance du soja. Souvent, j'ai l'exemple de certains producteurs bio où dès qu'ils peuvent, ils sarclent. Et puis après, en fait, c'est des passages réguliers des trilles rotatives. Et puis juste avant que le rang il se ferme, hop, on repasse un coup de sarcleuse et puis on va jusqu'au bout de la culture comme ça. Toujours avec la règle... autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. Et puis peut-être un petit dernier tuyau aussi de conseiller, mais aussi de ce qu'on peut voir sur le terrain pour
essayer d'être plus précis sur le passage, de savoir est-ce que on conseille toujours passer au stade fil blanc. Le petit conseil, c'est de mettre aussi sur sa parcelle une petite vitre, faire une mini-serre. Et puis comme ça, quand on voit les mauvaises herbes sous cette mini-serre qui normalement devrait rester un peu mal humide, dès qu'on les voit à cotylédon, en fait, ça veut dire que sur le reste de la parcelle, elles sont à fil blanc, et c'est là qu'on a la meilleure efficacité du désherbage mécanique. Donc cette année, finalement, on a eu des conditions optimales pour que le désherbage mécanique soit efficace. Et c'est vrai que dans cette émission, on a parlé des adventices annuels surtout, mais il y a les adventices vivaces, et là-dessus... c'est vrai que les machines ont bien fonctionné sur les annuels, mais un petit bémol sur les vivaces qui sont en place ou qui vont lever plus tard. Et là, aujourd'hui, les machines ont peu ou pas du tout d'efficacité. Et c'est vrai qu'il y a d'autres leviers comme la rotation, et ça, on en reparlera sur un épisode spécialement consacré aux adventices vivaces. Et pour préciser aussi, si la thématique vous intéresse, on organise une visite de culture le 4 avril, il me semble, Dimitri. Oui, alors le 4 avril 2022, une visite de culture avec démonstration de machines qui est organisée à Chavannes-le-Chêne chez Joël Scheidegger. Pour des questions d'intendance, on vous demande de vous inscrire d'ici au 30 mars auprès d'IP Suisse et de confirmer votre participation. Et il y aura également d'autres visites thématiques sur le désherbage mécanique qui seront organisées par ProConseil et qui vous seront communiquées par les canaux habituels. Et je mettrai le lien dans la description pour vous inscrire pour cette journée du 4 avril. Merci encore à vous deux. Merci Edouard. C'était un plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de l'enregistrer. En attendant le prochain épisode, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne louperez aucun épisode à venir et ça permet de soutenir l'émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, ça nous fait plaisir. Allez, j'arrête avec l'instant promo. Bonne journée.